finis là-dessus, c'était pour vous dire que si on comprend son environnement, on peut faire quelque chose pour soi. Et l'épigénétique en est la preuve, et on peut aujourd'hui le mesurer avec les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc cette question de l'énergie et de l'énergie, qui est à mon avis aussi une question extrêmement importante, puisque en gros, l'énergie, en particulier l'énergie électrique, pour prendre cet exemple-là, parce que c'est peut-être le plus facile pour ce qu'on va illustrer, a été un formidable moyen de concentration. C'est-à-dire que pendant des années, on a augmenté les tranches de puissance, c'est-à-dire que la source élémentaire devenait de plus en plus colossale, les autres étant négligés. On a augmenté énormément les tensions de transport. EDF s'est rendu célèbre pour son excellent réseau de tension et son abandon quasi complet pendant de longues années du réseau basse tension, qui a entraîné d'ailleurs pas mal de problèmes et de catastrophes. Et tout à coup, on arrive aujourd'hui avec une proposition qui est Smart Grid, qui en fait, les petits ruisseaux finissent par faire les grandes rivières, et donc une inversion totale, en fait, de ce processus de concentration qui a débouché bien sur des systèmes de simulation au niveau européen, des systèmes de régulation. Cette gestion de l'énergie électrique a un très haut niveau de sophistication, mais basée sur des échanges massifs, jusqu'à maintenant. Et tout à coup, on voit apparaître et émerger un nouveau paradigme, qui est effectivement cette idée des petits ruisseaux qu'a évoqué brièvement, mais je pense important, qui développe un peu ce point. Je laisse tout à l'heure. Alors, nous avons utilisé des moyens de concentration prodigieux pour faire la guerre et pour développer notre industrie. Au début, l'énergie était produite par la photosynthèse, on brûlait les choses, on brûlait le bois, et puis on utilisait le vent, on utilisait les courants d'eau pour faire tourner des roues. Et puis on a découvert dans le sous-sol une énergie accumulée, concentrée, extraordinaire, qui résultait de la décomposition de micro-organismes, qui s'appelle le pétrole, le gaz. Et tout à coup, on a exploité ça, et on a conduit le monde au monde de la centralisation énergétique. La centrale au fioul, centrale nucléaire, centrale à charbon, centrale hydroélectrique, la centrale. Et ça, c'est un outil de pouvoir politique et industriel gigantesque, qui a conduit à des guerres, qui a conduit à des changements de régime, qui a conduit à des régimes totalitaires, qui a conduit à des régimes en principe démocratiques, mais qui contrôlent l'énergie. Parce que qui contrôle l'énergie contrôle tout. Or, est en train d'apparaître une possibilité de désintermédier ce contrôle. Entre nous, les gens, on est les gens, nous, après tout. Et entre nous, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, grâce à des bâtiments à énergie positive, grâce à des réseaux intelligents de distribution d'électricité qui s'adaptent à l'offre et à la demande, nous sommes en train de rentrer dans une ère de démocratie énergétique. Nous allons y arriver progressivement. Alors, je vais vous donner des exemples précis. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette fameuse Smart Grid? Je vous ai parlé des 12 énergies renouvelables. Elles ne peuvent exister que si elles sont diffusées par le même type de réseau qui s'adapte. Mon corps a un réseau énergétique qui s'adapte à ma vie. Je mange, j'accumule, j'élimine. Donc, normalement, on doit rester au même point toute sa vie. Si on consomme ce qu'on consomme, si on brûle ce qu'on mange, ben ça va. Le corps se régule par un système de feedback, mais pas la société. La société, elle utilise des sources d'énergie fossile et elle recrache des déchets, du CO2, mais il n'y a pas de feedback de régulation. Or, la Smart Grid, c'est justement un système quasi biologique. Qu'est-ce que c'est? On a aujourd'hui, en France notamment, où on fait 78% d'électricité nucléaire, 5% dans le monde, le nucléaire, 5% dans le monde, 78% en France. Je peux revenir sur le nucléaire si vous voulez. Mais on a en France le RTE, qui est dirigé par le EDF, filiale EDF, qui veut dire le réseau de transport d'électricité. Eh bien, la Smart Grid, c'est un RITE, un réseau intelligent de transport d'électricité. Comment? Le réseau existe. Comment on le rend intelligent? Je vais vous donner une analogie. Avant Internet, il existait ce qu'on appelait un réseau de communication téléphonique dans le monde entier, point à point. Point to point. Ça veut dire que je compose un numéro à Paris et je fais sonner un téléphone en Californie. Mais grâce à Page & Surf, Marc-André Hensen et deux ou trois autres, et Tim Berners-Lee, on a inventé le TCP/IP, la norme Internet, qui permet de faire circuler les paquets dans tout le réseau et de faire en sorte que le réseau devienne quasi interactif, donc de promouvoir la capacité des gens, ça s'appelle le Web 2.0, à créer de l'information et à en recevoir. Ça a tout changé.
d'un réseau de télécommunications passif, on l'a transformé en un réseau interactif, Internet. Même chose pour le réseau d'énergie nationale et, on va le voir, international. C'est qu'aujourd'hui, ce réseau passif, il peut être rendu intelligent en rajoutant des puces qui communiquent par ce qu'on appelle CPL. Pour ceux qui savent ce que c'est que CPL, ça veut dire les courants porteurs en ligne. Si vous avez une box à un endroit et vous voulez voir la télé dans la cuisine ou dans votre chambre, vous faites passer par le courant électrique. Eh bien, ce réseau électrique, il peut faire passer de l'information. Et cette information est captée par des puces qui sont en train d'être mises au point dans le monde entier. En France, on est vachement avancé, si vous permettez l'expression, dans ce domaine. Grâce à une entité qui s'appelle Sogrid, SOGRI2, qui regroupe ST Microelectronics, qui fabrique les puces, Trinalog, LAN, le laboratoire d'analyse numérique. On est très avancé. Sous l'égide de qui? De ERDF. Et sa présidente, Madame Michel Delon, qui, contrairement à la pyramide de l'EDF traditionnelle, dirigée par quelqu'un que vous connaissez très bien, a une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus en réseau, beaucoup plus interdépendante de ce que les gens peuvent faire pour eux, grâce à la smart grid. Donc, le réseau de transport électronique passif est en train de se transformer grâce aux puces électroniques qu'on va mettre partout, en un réseau qui s'adapte à quoi? À l'offre des gens, à la demande, à l'été, à l'hiver, au jour, à la nuit. À l'orage qui détruit tout un quartier de ville, hop, le réseau se réoriente. Les éoliennes et le photovoltaïque, les gens du réseau classique disent non, ça perturbe le réseau. Non, le smart grid s'en fout. Faites rentrer de l'éolien, du photovoltaïque, tout ce que vous voulez. Les voitures électriques, exemple. On considère qu'il y aura 1 million de voitures électriques en 2020 en France. 1 million, c'est pas beaucoup par rapport au parc, mais c'est quand même beaucoup. Est-ce que quelqu'un sait combien stocke une voiture électrique? 10 kWh. Ok. Est-ce que quelqu'un sait qu'en même temps, une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, reste en stationnement dans la rue ou dans un garage? 95% de son temps. D'où l'idée, ça s'appelle Vehicle to Grid, que les gens qui ont une voiture électrique revendent de l'électricité au réseau. À ce moment-là, la voiture devient une batterie sociétale mobile. 10 kWh multiplié par 1 million, 10 gigawatts, c'est-à-dire la production de 10 réacteurs nucléaires. Alors évidemment, les voitures ne vont pas vendre d'un coup toute leur électricité, mais c'est pour vous dire que la smart grid est une souplesse biologique, quasi biologique d'adaptation. Alors qui fait quoi et où ça se passe? L'Allemagne. L'Allemagne est la première à avoir lancé, en arrêtant ses 7 centrales nucléaires, une vision modulaire de la production énergétique qu'elle est en train de modifier au fur et à mesure qu'elle avance, notamment en lançant une smart grid de 3600 km dans toute l'Allemagne, avec un investissement important, en stockant l'hydrogène dans les mines de sel. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu trop compliqué, mais si ça des gens vous intéresse tout à l'heure, pendant que j'ai dédicacé mes bouquins, posez-moi la question. On stocke l'hydrogène dans des mines de sel, et on utilise l'hydrogène dans des piles à combustible pour faire de l'électricité. Donc ça permet de lisser les intermittences du solaire ou de l'éolien, grâce à un énorme réservoir d'hydrogène qu'on peut recycler. Donc tout ça, c'est de la combinaison énergétique et pas seulement de l'application linéaire et séquentielle. Donc la smart grid, c'est une révolution. Et tous les pays sont dessus. L'Europe a créé, vous pouvez googler ça si vous avez Google, Grid for Europe, GRID 4EU. Il y a c'est écrit 1 an et demi par Michel Delon. Il y a aujourd'hui 28 personnes, 28 pays et 28 grands industriels qui représentent 50% de toute la production électrique de l'Europe, font partie de Grid for Europe. Et on va faire un roaming. Vous savez, c'est le roaming. Le roaming, c'est le fait que vous allez en Italie, vous pouvez téléphoner en Écosse et les serveurs, d'ailleurs, vous font payer hyper cher, mais les autres opérateurs s'entendent entre eux pour que votre communication passe. Eh bien, l'Europe est en train de travailler au roaming de l'énergie grâce à des smart grids interconnectés les unes avec les autres, de telle sorte que l'électricité produite à un endroit pourrait être consommée à un autre et reproduite, etc. Donc c'est une révolution, et c'est ça que j'appelle Ethernet, E majuscule, N majuscule, qui est un Internet de l'énergie. On va pouvoir partager l'électricité en peer-to-peer, en pair à pair, comme nos enfants ont fait avec la musique, qui nous a valu la loi Hadopi, qu'on est en train de virer. Donc les lois Hadopi de l'énergie, elles existent malheureusement, c'est ceux qui détiennent le pouvoir pyramidal du nucléaire et du fossile, qui nous imposent leurs règles du jeu, et bien nous allons changer tout ça.